Yo, salut tout le monde, c'est Kylian de la chaîne Manga no Kuni. On se fait une petite vidéo sur Persona 5. On va essayer d'expliquer les principes de la série Persona. On va donc passer par la série principale Megami Tensei pour ensuite arriver aux détails des séries Persona en général pour que vous puissiez comprendre bien sûr ce qui va se passer dans la série d'animation qui devrait sortir dans les jours à venir. Une série d'animation qui est vraiment très attendue puisque Persona 5 est le dernier opus de Persona. Il est sorti fin 2016 sur PS3, début 2017 sur PS4 et c'est considéré par beaucoup de gens comme le meilleur JRPG de 2017, enfin 2016-2017. Et donc j'avais voulu un petit peu vous présenter les différents aspects qui vont vous permettre de comprendre l'anime qui arrive puisque c'est vraiment quelque chose de compliqué et de très riche. Donc on s'en tout de suite dans la vidéo. En premier lieu, on va faire un petit point rapide sur la série Megami Tensei. Elle a commencé en 1987. Elle est développée par Atlus, une boîte de jeux vidéo qui est principalement connue pour ça. Elle a commencé en 87 pour la série principale. Ensuite, ça s'est décliné en Persona en 1996 sur PS1 avec le premier opus. Il faut savoir déjà quelque chose sur la série Megami Tensei, c'est que c'est une série qui est très vaste et très riche, plutôt connue au Japon. Puisque en fait elle est sortie en 87, c'est-à-dire dans la même période que Dragon Quest et Final Fantasy, les deux gros mastodontes qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que Persona est une série qui a eu du mal à s'exporter, donc pour plusieurs raisons, je pense. Des raisons de traduction, parce que c'est un jeu qui est très textuel, il y a beaucoup de textes, beaucoup de dialogues. Et aussi, je pense, parce que c'est un jeu qui est très japonais. C'est-à-dire que tout va se dérouler au Japon. Par exemple, si on prend l'exemple de Persona 5, l'exemple qui nous intéresse, on est sur du Tokyo, plus précisément Shibuya. Donc on est vraiment au centre du Japon, enfin en tout cas le centre culturel, commercial, tout ce que vous voulez. C'est très imbriqué dans le conscient, inconscient, collectif japonais. D'ailleurs on va y revenir un petit peu plus tard. C'est pour ça que je pense qu'ils ont un petit peu peur de l'exporter. On a heureusement une traduction américaine. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans Persona 5, sachez qu'il n'y a pas de traduction française, même sur la version PS4, malheureusement. Et des Megami Tensei, il y en a une tripotée, donc Persona est une série dérivée de la série principale Megami Tensei, mais sachez qu'il y en a plusieurs. D'ailleurs, je vais être obligé de les lire parce que c'est des noms qui sont bien à rallonge, hein, du genre... il y a la série des Devil Summoner, la série des Last Bible, il y a la série de Digital Devil Saga, des Devil Survivor, etc. Il y en a plein. Et bien sûr, du coup, la série des Persona. On peut imaginer ce que ça aurait donné si jamais on avait eu la série des Digital Devil Saga qui aurait été principale. On aurait eu un titre pas trop à rallonge, hein, juste Shin Megami Tensei, Digital Devil Saga. On aurait pu ajouter 4, par exemple Golden, hein, pour l'édition qu'on a vue sur Persona. Enfin, c'est juste ouf comment les Japonais ils s'en foutent des noms à rallonge. On en a des beaux exemples là quand même. Donc souvent vous allez entendre parler de Persona comme Shin Megami Tensei Persona. Parce qu'à la base c'est dérivé du coup, comme je vous ai expliqué, la série des Megami Tensei. Et c'est plus précisément d'un jeu qui est sorti en 1994 si je m'abuse, qui s'appelait Shin Megami Tensei If. 3 petits points. Où là on avait déjà les bases qui ont été posées pour le personnage, je vous en parle un petit peu plus tard. Ce qui va être important de savoir sur cette série Megami Tensei, ce qui va en fait nous apporter pour entre guillemets analyser la série des Persona, c'est qu'il y avait déjà les éléments de base qui étaient posés, c'est-à-dire la mythologie omniprésente, même tout ce qui est littérature de fiction, tout ce qui est fiction et tout ce qu'on connaît, du genre les mythes, les cultes, enfin les personnages religieux, tout ça c'était déjà présent, c'était le matériau de base de la série des Megami Tensei. Mais aussi dans la série des Megami Tensei, il y a la psychologie qui est très importante et là on va attaquer du lourd puisqu'on va commencer à parler de psycho. Désolé, hein, je suis pas très calé là-dedans donc on va essayer de vous faire un petit résumé quand même puisque c'est très important. Basé pas mal sur les travaux de Carl Jung qui est, je pense, enfin peut-être ceux qui ont fait de la philosophie le connaissent, c'est le disciple de Freud qui s'est un petit peu barré, on va dire, de son concept de base. Et lui, Jung, du coup, c'était vraiment l'inconscient collectif qu'il a beaucoup développé. Donc cet inconscient collectif, ça va être notre terreau de base pour Persona, ça va être très important à comprendre du coup. Si vous voulez l'inconscient collectif résumé en gros hein, par quelqu'un qui s'y connaît pas trop. Si vous préférez, c'est tous nos archétypes, tous nos, comment dire, nos types de schémas, de personnages de base, ça va englober en fait tous nos mythes, toutes nos croyances, et ça traverse les cultures, ça traverse les âges. C'est pour ça que d'ailleurs dans la série Persona, on a autant des éléments de la culture catholique, par exemple, que de la mythologie grecque, romaine, nordique. Il y a Thor
t'as Thor et t'as Satan dans la même série. Donc c'est un peu perturbant, mais du coup c'est plutôt bien parce qu'on a vraiment une diversité là-dessus. Et ce concept d'imaginaire collectif va être encore plus développé. Et donc cette véritable pierre angulaire de la série Persona, comprenez-le bien comme ça, va être carrément matérialisée. C'est-à-dire qu'il va y avoir le monde réel, le monde normal, le monde des lycéens, là où ils vont évoluer, mais à côté, il va y avoir le monde de l'imaginaire collectif. Donc le monde de l'imaginaire collectif, ça veut dire en gros tout se passe dans la tête. Ouais, ça commence à être compliqué, ouais. Vous allez bien sûr voir dans l'animé directement à quoi ça ressemble. Et ça prend plusieurs formes dans chaque persona. Par exemple, celui qui nous intéresse, Persona 5, on va avoir le Mementos, donc en gros c'est l'imaginaire collectif de tout le monde, et on va pouvoir voir là-bas les désirs perturbés des humains. Donc dans le fameux opus Shin Megami Tensei If, qui était donc sorti en 94, on avait déjà toutes les bases de Persona. On avait les personnages qui pouvaient invoquer les personas, on avait déjà les lycéens, on avait aussi le système de fusion des personas dont je vais parler un petit peu plus tard, s'attacher à la série Persona et principalement tout ce qui va faire le lien entre les personas, les éléments récurrents. Donc en fait dans la série des personas on va incarner un personnage, un main character qui n'a pas de nom, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais bien sûr dans les adaptations de type animé ou manga vous allez en avoir un de base. Et donc ces personas c'est un petit peu comme des Pokémon finalement parce que dans le système c'est du JRPG, du RPG tour par tour. Et vous allez donc avoir des caractéristiques, des attaques, des faiblesses, des forces qui sont propres à chaque persona. Mais par contre du coup ces invocations c'est pas dans le monde réel, hein. Tu peux pas te balader avec Satan derrière toi, hein, parce que littéralement t'as Satan dans Persona 5. Tu vas pas te balader avec eux mais au contraire tu vas aller dans le monde dont je vous avais parlé, le monde de l'imaginaire collectif on va dire, qui est très perturbé et on voit c'est pour ça qu'en fait qu'il y a des monstres tout simplement à l'intérieur. Du coup, comme je l'ai dit, il y avait des éléments de la mythologie, mais par exemple dans Persona 5, on va pouvoir retrouver des éléments de fiction, de littérature populaire, par exemple Arsène Lupin. Vous allez voir très rapidement qu'il va y avoir, alors bien sûr ça va pas être le bonhomme Arsène Lupin derrière toi qui fait des pouvoirs magiques, mais ça va être une référence avec, dans le jeu d'ailleurs, des définitions très claires sur les inspirations qu'ont pris Atlus lorsqu'ils ont créé les personnages. Et en plus du Mementos, il va y avoir les Palémentos, c'est-à-dire en gros ceux qui ont des désirs très perturbés. On va prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la série, je sais pas, vraiment un bon gros pervers qui fait plein de sévices à des jeunes femmes par exemple. Donc cette personne-là va avoir un palais mental, c'est vraiment quelqu'un de très perturbé. Et c'est dans ce monde-là que vont évoluer les personnages de Persona 5. Ils vont devoir essayer d'entre guillemets guérir la personne, de lui faire changer son cœur pour que ses désirs ça s'arrête, tout simplement. Il y a toujours ce parallèle entre le monde réel, le monde des lycéens, et le monde imaginaire, le monde de l'inconscient collectif. On a vraiment tous les désirs très malsains de la psyché humaine qui sont développés. Et pour pouvoir invoquer ces personas, il va falloir passer par la case Velvet Room. Alors qu'est-ce que c'est la Velvet Room? Littéralement c'est la salle de velours, alors la traduction n'est pas ouf, mais elle se manifeste dès le début du jeu. Donc cette Velvet Room elle existe depuis le début de la série Persona. Elle est tout le temps avec du velours bleu, et l'autre principal c'est toujours Igor. Donc cet Igor on va le développer un petit peu plus tard. Donc du coup le but de la Velvet Room ça va être de développer ces personas et de pouvoir les fusionner pour en faire des plus puissants. Aussi on va remarquer qu'il y aura Igor avec un ou plusieurs assistants qui vont être là pour l'aider dans les différentes tâches du genre vas-y tu vas me fusionner un persona. Mais cette pièce elle ne peut pas être vue de tout le monde, c'est-à-dire que c'est une pièce qui est invisible pour toutes les personnes qui n'ont pas, comme c'est formulé dans un persona, c'est pas visible pour les gens qui n'ont pas éveillé leur esprit spirituel, si vous préférez. Même dans Persona 3, Igor va carrément jusqu'à dire que tant qu'on n'a pas fait de contrat clair avec lui, on ne peut pas accéder à cette Velvet Room. Donc c'est vraiment un endroit protégé, c'est pas n'importe qui y va. Et c'est très important, c'est surtout d'un point de vue vidéo ludique, puisque là ça va vous permettre d'évoluer dans le jeu. Et donc ce personnage d'Igor, donc lui, il a toujours été là, c'est donc toujours le propriétaire de cette Velvet Room, et c'est lui qui va donner les pouvoirs à notre protagoniste. Donc il va nous permettre de voir un aperçu de nos pouvoirs, c'est lui qui va nous parler de tout ce qui est liens sociaux avec les personnes de la vraie vie. Il va même donner certains éléments de scénario, donc c'est quelqu'un qui est très important, et qui fait partie aussi du terreau principal de Persona, de la série Persona. Donc quand on connaît un petit peu l'histoire des Persona, on peut se dire que Igor n'est pas si important que ça, puisqu'en fait c'est le serviteur de Philémon, représenté comme un papillon bleu dans les Persona, et qu'on voit aussi sous forme physique dans Persona 2.
Donc voilà, on peut se dire que Igor n'est pas si important que ça, mais par contre c'est un personnage qui est très récurrent et qui au final va être de plus en plus important au fur et à mesure que les opus de jeux vidéo vont s'enchaîner. A la base, Igor c'était une poupée, qui est une sorte de poupée vaudou, qui a été matérialisée sous forme humaine. Donc il a comment dire une certaine attirance vers les humains, il a du profond respect, même s'il peut sembler quelquefois assez sarcastique et plutôt froid. Et même plus tard du coup il va se créer des assistants qui vont l'aider pour la VV-Troom. Donc pour clore cette vidéo, on va s'attaquer au métaverse qui va nous être très important pour pouvoir comprendre Persona 5. Et bien sûr le but de la vidéo c'est pas de spoiler. Alors c'est un concept qui est super imagé, on va essayer de l'expliquer très simplement et très rapidement pour pas que vous ayez un mal de crâne horrible. Je vais pas pouvoir beaucoup du coup vous montrer d'images parce que ça risque de spoil. Mais si vous faites attention à tout ce qu'on dit dans la vidéo, je pense que vous n'aurez aucun souci pour comprendre. Donc on avait parlé de l'inconscient collectif plus tôt dans cette vidéo. On avait dit qu'il y avait un monde réel et un monde parallèle basé sur l'inconscient collectif. Donc du coup quand les personnages vont aller dans ce monde parallèle, ça semble assez logique finalement que l'on puisse rencontrer, voilà, comme j'avais dit, des personnages comme Thor, comme des démons de la mythologie catholique, comme l'archange Raphaël par exemple. Tout ça prend son sens si on donne du crédit au fait qu'on va dans un monde parallèle et qu'il peut y avoir plein de choses issues des mythes nordiques, grecs, romains, tout ce que vous voulez. Bah concrètement du coup le métaverse c'est ça, les héros vont aller dans ce monde parallèle qui est basé sur l'imaginaire collectif, mais pour essayer de changer un petit peu la psyché des gens. Alors ça c'est le cas pour Persona 5, c'est pas le cas pour tous les Persona, mais il y a toujours cette idée d'aller dans un monde parallèle et de se battre contre des monstres qui sont une sorte de représentation des humains sous forme pervertie. Et les palémentaux, les fameux palémentaux qui sont affichés dans Persona, attention ceux qui connaissent Sherlock, là je pense qu'il y a du monde. Ces palémentaux, ils vont être la matérialisation des désirs très très pervertis d'une seule personne. Et là le but ça sera d'un petit peu le guérir lui principalement. Donc là on va avoir plus de temps qui va être alloué à une certaine personne. Ça va pas être comme le monde imaginaire qu'on appelle Mementos où là il y aura plein de monstres si vous voulez. Là c'est vraiment essayer de guérir une personne et on voit le développement, on voit des points de la réalité qui sont dans sa tête et qui sont pervertis. Donc voilà, cette vidéo va pouvoir se terminer. On n'a pas parlé spécifiquement de Persona 5 et de ce qui va se passer dans l'anime parce que le but de cette vidéo ce n'était pas de vous spoiler. Voilà, le personnage principal s'appellera Ren, puisqu'il n'a pas de prénom comme je vous l'ai dit dans les personnages, c'est vous qui les donnez. Là cette fois-ci il aura donc un prénom, il s'appellera Ren. Voilà, le but c'était de vous donner les clés pour pouvoir comprendre facilement l'anime, que vous ayez un petit peu les détails de la série Persona, les éléments récurrents dans la tête et que vous puissiez passer un bon moment. J'espère donc, je pense que cet anime va être réussi, vous allez voir qu'il va y avoir des rebondissements très importants, vous allez aussi avoir des éléments sur la psyché humaine très poussés, une lecture très précise de la société, principalement de la société japonaise, et vous allez avoir une progression, vous allez avoir une sorte d'ordre croissant dans les palémentaux, vous allez passer d'une simple personne à quelqu'un de très haut gradé dans le pays. Vous allez avoir donc du coup une double lecture, triple lecture, tout ce que vous voulez, une lecture psychanalytique, une lecture presque psychologique du coup, une lecture sociale, et tout ça mélangé dans un univers qui va être un petit peu perturbé, mais j'espère que ça vous plaira. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, ça ferait plaisir. Vous pouvez vous abonner si vous voulez plus de vidéos. N'hésitez pas à commenter si il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous avez des questions à me poser. J'espère que vous avez passé un bon moment. Salut tout le monde.